Avec le micro, c'est mieux. Le micro, oui, c'est mieux avec Je te le laisse micro. reprendre. Alors, Merci. bonjour Marianne. Bonjour Strasbourg, bonjour Nabou, bonjour Bonjour Aïcha. Tata Marianne, bonjour Nabou. Alors, bonjour. Alors, Aïcha, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons aborder la question du numérique et avec les Fab Labs. D'accord. Alors, le concept de Fab Lab a été pensé par Neil Gersfeld. J'espère que je prononce bien le nom. C'est américain. Voilà, c'est américain. Physicien et informaticien, professeur au MIT à la fin des années 1990. 90, pardon. Donc, sur base de ces observations faites au sein des hackerspace, se transformant en makerspace pour répondre aux besoins des communautés créées, par exemple, le C-Base de Berlin, fondé en 1995. Donc c'est ainsi que l'on retrouve dans les Fab Labs beaucoup de préceptes provenant directement de l'ethnique hacker et des valeurs de la culture maker. Neil Gersfeld, Neil, a commencé en explorant comment le contenu de l'information renvoie à sa représentation physique et comment une communauté peut être rendue plus créative et productive si elle a, au niveau local, accès à une technologie. D'accord. Alors, le succès des makerspace au sein du MIT découle aussi de cours très populaires ayant également contribué à la réflexion sur le concept de Fab Lab. Alors, Fab Lab, je le rappelle, on a un invité qui va nous en parler. Oui, en détail, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, ces cours dont je parlais sont très demandés et sont encore ouverts aux étudiants lors de cours semestriels d'automne. Donc, c'est les cours de MAS 863, intitulés How to Make Almost Anything. Donc, c'est comment fabriquer presque n'importe quoi. D'accord. Et il y a le cours MAS S62, dont l'intitulé est How to Make Something That Makes Almost Anything. Comment fabriquer quelque chose qui fabriquera presque n'importe quoi. Donc, ce sont ces deux cours populaires donc, qui ont contribué à cette réflexion-là du concept de Fab Lab. Alors que les Grassroots Invention Group, excusez-moi pour mon accent, alors que le Grassroots Invention Group n'est plus dans le Media Lab, le Center for Bits and Atoms Consortium est toujours activement impliqué dans la poursuite des recherches dans les domaines liés à la description et à la fabrication, mais il n'exploite ni n'entretient aucun des laboratoires Fab Lab à travers le monde, sauf le Mobile Fab Lab. En France, les premières initiatives sont lancées à partir de 2009. Parfait, merci beaucoup Aïcha. Et en guise d'introduction, Tata Marianne va nous faire une chronique sur le thème. Tata Marianne, tu as la parole. Merci Nabou. Je vais un peu rebondir sur l'historique et le sens de ces Fab Labs, du fait de mon grand âge et de les expériences de révolution technologique que j'ai déjà pu accompagner, au moins au niveau de l'éducation nationale. Sachant que effectivement le concept, vous avez parfaitement campé le propos de Fabrication of Laboratory vient en tant que tel des États-Unis, mais si je remonte un petit peu dans le temps, disons l'habitude de faire de la récupération, du recyclage et de faire soi-même à partir de 3 fois rien, un peu de tout, cette démarche d'esprit est relativement aussi antérieure au Massachusetts Institute of Technology. Okay. Il se trouve que dans des temps reculés, j'ai un petit peu étudié ce qu'on appelle le fait technologique et le couple homme-machine. Il s'agissait effectivement au moment des Fab Labs et au moment de ce professeur de réunir ce qu'on appelait le travail en miettes, c'est-à-dire d'un côté les penseurs, de l'autre côté les exécutants qui étaient les ouvriers dans des usines que je vous laisse imaginer, un peu tayloristes avec le travail découpé en petits morceaux. Et pour la formation des étudiants et des ingénieurs, il s'agissait de réunir tous les talents sans exclusive et en cassant cette hiérarchie et en ouvrant grand les ateliers de fabrication, ce qui n'était pas vraiment en France à l'époque, encore dans les universités, le cas de les ateliers de fabrication, c'était très rare. On avait la culture du livre et de la théorie.
C'est bon? Voilà, donc je peux continuer ma petite chronique si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Passer la parole à Guillaume. Guillaume va parce intervenir. que je pensais... Je sentais très très bien le contexte, donc ce serait dommage de vous interrompre. Mais après, exactement, on te laisse continuer. Disons, je vais faire un petit peu ma prof. Ok, mais on va faire les élèves. Je me base tranquillement sur un livre dont je recommande la lecture, même s'il est de 2012. Pour moi aussi, elle est un peu ancienne, cette lecture. Il s'agit d'un livre de Fabien Echen, Fab Lab, l'avant-garde de la nouvelle révolution industrielle. Donc, il dit très simplement qu'un Fab Lab, donc toujours l'abréviation de ce mot anglais, fabrication de laboratoire. En France, nous, les écolos, un petit peu décorèves, on a appelé ça des bricolabs aussi, voilà. Est une plateforme de prototypage, donc comment faire un prototype rapide d'objets physiques, donc des vrais objets en 3 dimensions, en plus qui peuvent être intelligents, vous vous rendez compte, des objets intelligents, à partir du moment où dans un atelier, la plateforme, elle regroupe un ensemble de machines, les fameuses machines à commande numérique qui ont fait très peur aux ouvriers en les délestant de leur boulot à l'époque, il y a 30 ans, et à CAO ou ACN, et évidemment dans un but de niveau professionnel. L'autre chose qui a ajouté le MIT, c'est d'une part de laisser pédagogiquement libre cours à l'initiative et à la créativité de ses ingénieurs et de ses étudiants en tout genre, en faisant de l'inter et de la pluridisciplinarité, alors qu'il faut imaginer qu'à cette époque, un biologiste, c'était pas un physicien, qui n'était pas un astronome, qui n'était pas un technomécanicien, etc., etc. On met ça tout le monde ensemble dans le même atelier, ça cogite, ça agite, et puis ça sort des choses nouvelles. Voilà un petit peu ce qui était à l'œuvre. Et en même temps, comme il y a un esprit Internet du style do it yourself, du style coopération, liberté d'accès, open, etc., ce qu'on appelle l'esprit hacker, l'objectif social qui en découlait naturellement, c'était devenir acteur plutôt que consommateur, faciliter les rencontres et le croisement des compétences. Et maintenant, aujourd'hui, on en est là. Il y a en France environ 500 Fab Labs, mais j'en reparlerai plus tard dans mon billet parce que je ne connais pas le Shadog et je suis impatiente d'écouter Guillaume. Alors, Guillaume ne va pas parler des Shadog, donc ce sera surtout sur les Fab Labs de manière générale. Ouais, je vais... Ouais. Alors je vais juste planter rapidement le décor. Donc effectivement, le Fab Lab strasbourgeois est abrité au Shadok. Donc ça marche. il est dans l'enceinte du Shadok. Le Shadok, c'est un lieu qui est un espace qui a ouvert en 2015 dédié au numérique. Et le premier étage est la galerie d'exposition du Shadok et le Fab Lab. Le Fab Lab n'est pas géré par les équipes du Shadok directement. Ok, parfait. Merci à Guillaume pour cette précision. Juste une question, est-ce que le Fab Lab fait partie du centre de culture numérique de l'UNISTRA, celui qui est logé au Shadok? Non. Ok, merci Guillaume et merci Tata Marianne. Nous allons faire une petite pause musicale avec un petit classique que j'affectionne particulièrement, qui nous mettra tous de bonne humeur et qu'on a tous entendu au moins une fois. C'est Chan Chan de Buena Vista Social Club. Ont la parole de Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, nous sommes encore sur RBS 91.9 avec notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Nous avons également une page Facebook, n'oubliez pas de nous y laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour parler avec nous aujourd'hui des Fab Labs, nous avons comme invité avec nous à l'antenne Guillaume. Rebonjour Guillaume. Rebonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, alors je m'appelle Guillaume, je suis encore étudiant pour pas très longtemps, mais en administration et gestion des entreprises culturelles. Okay. Et j'ai la chance de travailler en tant que vacataire au Shadok, donc c'est le bâtiment qu'on a cité avant. D'accord. Et ce qui m'a permis d'être en contact notamment du Fab Lab, du Shadok. Donc je ne fais pas partie directement de AV Lab, l'organisation qui gère le Fab Lab, mais travaillant régulièrement plusieurs fois par mois au Shadok, on a pu les côtoyer et j'ai donc accepté avec plaisir cette invitation, notamment par ma proximité du CRE familial avec Patricia que vous avez entendu juste avant. Parfait.
Alors, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. Donc, la première question serait de savoir pourquoi le domaine des Fab Labs. Alors, pourquoi le domaine des Fab Labs? Le domaine des Fab Labs, comme Tata Marianne l'a très bien résumé avant, il y a toute une philosophie qui est très intéressante qui se découle autour des Fab Labs. Toute cette notion qui découle de la philosophie hacker, qui ensuite s'est retrouvée sur les makers, mais de devenir acteur au lieu de consommateur et de donner les clés aux personnes. Vraiment, le Fab Lab, c'est un point central du projet du bâtiment Shadok. C'est vraiment de pouvoir donner aux citoyens les moyens de créer les choses, tout ce qu'ils peuvent leur traverser par la tête, et leur donner les moyens de créer ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors le Fab Lab a pris encore un autre essor par la suite, puisque maintenant il gère aussi la cafétéria, qui est devenue le Fab Café, qui sert aussi d'espace d'exposition et de création pour aussi sensibiliser les gens, parce qu'avant il fallait quand même rentrer dans le bâtiment, c'était un peu confidentiel, et là c'est vraiment beaucoup plus accessible. Donc il y a vraiment cette philosophie, cette éthique qui est absolument passionnante autour de cette thématique des Fab Labs. Que trouve-t-on dans un Fab Lab? Alors, on trouve des grosses machines. Ça, c'est vraiment, c'est hyper impressionnant quand on y va. Premièrement, les machines classiques qu'on trouve dans tous les Fab Labs, sinon c'est pas vraiment un Fab Lab. Donc, c'est les imprimantes 3D. Clairement, donc ça, c'est ce qui va permettre d'apposer. Donc, la technologie, c'est des fils qui se déposent et qui vont former une couche en 3 dimensions à travers un plan qu'on donne, et au lieu d'avoir l'imprimante comme vous voyez, il y a une imprimante en 3 dimensions. Il y a des découpeuses laser, donc qui peuvent permettre de couper quasiment tous les matériaux et de manière très précise. Alors c'est surtout le bois qu'on va couper, parce que c'est un des matériaux qui coûte le moins cher. On a aussi du plexiglas, des mousses, du polystyrène, du carton, de l'aluminium. On peut tout couper avec ces découpeuses, mais ce qui est très intéressant, ça va être la précision. Alors il y a les fraiseuses, parce qu'effectivement malgré ces impressions-là, c'est du brut, donc il faut le retravailler derrière, et une thermoformeuse. Et donc là c'est encore plus impressionnant, c'est des filaments presque sous forme de stylo, qu'on peut dessiner en gros un objet en 3 dimensions. Au lieu de le dessiner sur une feuille, on peut le dessiner en 3 dimensions grâce aux thermoformeuses. Donc ça c'est les équipements qu'on peut trouver dans un Fab Lab entre guillemets classique. C'est vraiment des grosses machines qui peuvent permettre de construire derrière des objets, toutes sortes d'objets. D'accord. Alors que fournit le réseau des Fab Labs et quelle est leur utilité? Alors, est-ce qu'ils sont ouverts à tout le monde? Qui peut utiliser un Fab Lab? Donc, le réseau des Fab Labs fournit avant tout de la connaissance et des compétences. Plus que des grosses machines et des objets en soi, c'est vraiment toute une notion d'apprentissage qui se fait au niveau des utilisateurs. Donc, avant même d'accéder aux machines, il y a toute une mini-formation pour apprendre aux utilisateurs à utiliser qu'est-ce que c'est que cette machine, à quoi elle sert, comment on l'utilise, déjà pour des raisons de sécurité, puisque notamment une découpeuse laser ou des choses comme ça, c'est des objets qui sont dangereux, mais aussi parce que comme l'avait très très justement dit, ça a été inventé dans des universités, donc c'est vraiment à la base un outil de connaissance. Donc ce réseau des Fab Labs a vraiment une vertu pédagogique. Donc on va d'abord avoir des équipes qui sont là pour laisser les personnes apprendre. Ensuite, et comme ça avait été dit précédemment, le do-it-yourself, c'est très important. Donc, on peut utiliser, une fois qu'on a atteint cette connaissance, les objets pour tenter des choses, créer. Donc non, est-ce que tout le monde peut y aller? Oui. Ça c'est un des points très importants des Fab Labs, c'est que ça doit être vraiment ouvert à tous. Alors pour des raisons financières et pratiques, pour pouvoir un minimum de traçage, au niveau du Fab Lab à Strasbourg, il y a une adhésion qui est demandée pour couvrir un minimal les matériaux et très cher en plus. Non, elle est vraiment pas chère du tout l'adhésion. Alors je n'ai plus. Non, les matériaux. Je veux dire. Et les matériaux, ça dépend, parce que il y a quand même beaucoup de matériel de récupération, notamment sur tout ce qui va être bois, de recyclage, etc. Parce qu'on est aussi quand même dans une pensée développement durable, vraiment se positionner sur des thématiques du monde de demain. Donc il y a une adhésion et donc après faut passer cette mini formation et n'importe qui ensuite peut accéder et utiliser le Fab Lab.
D'accord. Je ne me rappelle plus de toutes vos questions. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a une formation qui est dispensée aux utilisateurs ou comment ça se passe? Alors, en fait, je prends l'exemple que je connais. Donc, vous arrivez au Shadok, vous montez au premier étage, vous allez voir le Fab Lab. Vous leur dites, je suis intéressé pour créer, pour faire partie de ça. Ils vous disent, il n'y a pas de souci, il faut juste adhérer. Donc, comme une association, on adhère et on devient ensuite, ils nous apprennent. Donc, il y a une formation relativement courte quand même, pour donner les principes généraux de l'utilisation et de sécurité. Et ensuite, il y a plusieurs ateliers. Au début, si on n'est pas connaisseur, si on est complètement débutant, on va avoir plusieurs ateliers où on peut s'inscrire pour apprendre à utiliser les motifs de base. Si on connaît déjà un petit peu, qu'on est dans le domaine de l'informatique, et ben on peut tout de suite aller sur de la création, louer la machine en disant, voilà, j'ai besoin de la machine de telle heure à telle heure. Donc on la réserve et ensuite arriver avec son ordinateur, le brancher et commencer à faire l'objet qu'on désire faire, quoi. Donc voilà, au niveau de la procédure, c'est très très simple, hein. C'est vraiment comme n'importe quelle association. On arrive et on peut se faire former très facilement, surtout que les équipes sont toujours présentes. C'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h. Donc il y a quand même une forte présence. 14h, 19h du mercredi au vendredi et samedi de 14h à 18h. Donc il y aura toujours quelqu'un pour être là et pour apprendre et pour ou même donner des conseils tout simplement, puisque c'est des personnes qui sont quand même... Et il y a un critère d'âge pour pouvoir pas du tout utiliser les Fab Labs? Pas du tout, au contraire. Il y a des ateliers pour enfants. Donc quand vous passez devant le Shadok par exemple, vous avez sur des espèces de vitrines sur le côté des espèces de jouets, des choses Dragon Ball Z, enfin des jouets pour enfants. Donc on voit que les enfants peuvent être acceptés. Alors bien sûr, il y a dans ce cas-là, c'est supervisé par des adultes, et notamment les équipes sur place. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'ateliers qui sont destinés aux enfants. Mais après, il y a encore moins de limite d'âge maximale. Au contraire, on essaie vraiment d'adapter tout le monde à ça. Il y a même la Fondation Orange. Il y a un partenariat avec le Fab Lab pour notamment les jeunes qui sont en difficulté ou déscolarisés, pour leur redonner le goût à l'apprentissage et à la création et à la créativité. D'accord. Est-ce que vous acceptez les enfants sans leurs parents? Enfin, je sais pas. Oui, alors on peut accepter les enfants sans leurs parents, mais sur des créneaux précis. C'est-à-dire, bien sûr, on va pas les laisser utiliser l'imprimante, la découpeuse laser comme ça tout seul, évidemment. Après, il y a des créneaux dédiés aux enfants, ou alors dans ce cas-là, c'est les équipes du Fab Lab qui sont là pour superviser. Comme quand vous laissez vos enfants dans un centre socioculturel pour une activité, c'est un peu le même principe. Il peut y avoir des ateliers de ce type-là. D'accord. À qui revient la propriété des inventions des Fab Labs? Alors, la notion de propriété dans les Fab Labs est un questionnement très intéressant, parce que comme ça avait été rappelé au préalable, il y a toute une philosophie aussi de la propriété libre. C'est-à-dire que il y a énormément de choses dont la propriété va être... je prends un exemple. Le dernier en date, que j'ai vu, donc les membres de l'équipe du Shadok avaient construit un pistolet à élastique pour lancer des élastiques à distance. Ce modèle-là, ils l'ont trouvé sur Internet, c'était quelque chose de libre. C'est-à-dire que la propriété intellectuelle revient donc généralement, et c'est quelque chose de libre, et la propriété de l'objet revient à l'utilisateur qui l'a construit. Okay. Mais par contre, dans ce genre de cas, il y a une petite participation qui correspond à l'utilisation du matériau. Mais c'est vraiment c'est très 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 peu cher. Donc après, il y a des matériaux qui coûtent plus cher. Par exemple, je sais que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prendre une photo et ensuite se faire imprimer en 3D avec la thermoformeuse. Là, on est autour d'une vingtaine d'euros parce que le matériel coûte très cher et l'utilisation de la machine. Mais si on est sur des choses en bois, on est sur des prix beaucoup plus petits. D'accord. Marianne, tu as une question? Oui, je voudrais revenir sur cette histoire de propriété. Bien sûr. C'est un peu comme les Creative Commons ou les Commons Creative. Il y a une proximité assez forte entre les deux communautés. Il y a beaucoup de patrons
qu'on peut trouver sur les Fab Labs et l'imprimantes 3D qui sont utilisées, qui sont sur des licences Creative Commons, bien sûr. Ok. On va refaire une petite pause musicale. Cette fois-ci, on repart en France avec un Français qui fait de la bonne musique électronique. Donc le morceau s'appelle Jonae et on vous envoie plein de bonnes ondes. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Alors avec nous pour nous parler des Fab Labs, nous avons encore et toujours Guillaume à l'antenne. Rebonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, est-ce que les entreprises et les administrations publiques peuvent utiliser les Fab Labs? Alors, à la base, c'est une initiative citoyenne. Donc vraiment, c'est à l'échelle individuelle. Après, c'est déjà arrivé que des personnes avec un projet d'entreprise essayent d'utiliser pour tester des prototypes, enfin se créer un visuel ou quelque chose. Et je sais que par exemple le Shadok utilise, il y a une vraie coopération qui se fait entre les deux, notamment dû à la proximité du bâtiment. Mais voilà, donc, au-delà, le dispositif est pas forcément tout à fait fait pour ça. Des tests, Voilà, éventuellement, mais c'est vraiment sur une échelle très petite. L'objectif, c'est pas d'en faire une usine ou un outil de production industriel. C'est vraiment d'en faire un laboratoire de recherche, quoi. Donc c'est plus à l'échelle du citoyen. Ok. Nabou ? D'accord. Alors un mot sur les Shadok. Oui, bien sûr. je l'ai abordé pas mal de fois, donc Ouais. c'est vrai, désolé. Donc oui, le Shadok, c'est ce bâtiment qui a été créé en 2015 par la municipalité de la ville de Strasbourg. Donc c'est un bâtiment de la ville qui est ouvert pour les cultures du numérique. Donc vraiment qui essaie de faire la part belle à ces cultures-là. Donc que ça soit au niveau artistique, donc il y a régulièrement des expositions, des choses dans le lieu, mais aussi sur des ateliers, sur de la pédagogie. Il y a l'accueil par exemple des collectifs de hackers, notamment Hackstube, qui essayent de dégoogliser l'internet. Il y a des choses qui sont très belles. La semaine dernière, on avait accueilli un hackathon entre des éditeurs de livres, notamment bande dessinée, livres pour enfants, et des développeurs web et des codeurs qui essayaient de faire un livre interactif, de créer un livre interactif, des choses comme ça. Ouais. Donc il y a vraiment tout un panel de choses. Là, ce week-end, en plus ce soir, on est sur les 50 ans du dessin Les Shadok, donc forcément on était obligé de faire quelque chose. Et sur le parvis du TNS, il y a à 20h une représentation d'une grande machine inspirée directement des Shadok, donc ça peut être intéressant aussi. Ah, cool. Mais voilà, donc C'est bon à savoir. Bah oui. Donc les Shadok, cet espace qui est ouvert à tous. Donc on vous invite à regarder la programmation sur le site internet. Il y a énormément d'ateliers et on a ouvert depuis le mois dernier une école de musique électronique. Cool. La première, Excellent. c'est très très Oui, rare c'est en bien France, ça. donc on est Ouais. très content de l'accueillir. Excellent. Ouais. Y a-t-il des Fab Labs tels que le Shadok justement dans d'autres villes? Bien sûr. À ta connaissance. Ouais. Alors comme ça a été rappelé, il y en a 500 dans toute la Ouais. France. Mhm. Alors il y a d'autres Fab Labs même à Strasbourg qui sont peut-être sur des échelles un peu plus petites, qui n'ont pas tous les équipements que j'ai cités, parce qu'un Fab Lab, j'ai précisé. Après c'est le seul de cette dimension-là. Donc, mais j'ai dit qu'il fallait un minima une imprimante 3D, ce que je pense c'est vrai, ou une découpeuse. Après on peut faire un Fab Lab avec des outils un peu plus rudimentaires. Hein. Il faut des cutters, des choses pour découper. Mais voilà, ça Je peux parler de Fab Lab un peu proche pour compléter ce que Guillaume vient de dire. Ouais. Donc, on va aller à Mulhouse, il y a la Technischtube. On va aller un petit peu plus loin dans le Grand Est. Il y a une association qui est assez ancienne puisqu'elle s'est créée à partir de profs d'université, mais en 2001, qui se sont installés dans un site absolument perdu mais remarquable qui s'appelle Bataville, qui était une espèce d'industrie de la chaussure. On a connu les chaussures Bata dans le temps. Et qui a fermé ses portes il y a 15 ans à peu près. Et c'est une friche industrielle en voie d'être récupérée.
donc notamment par Actilab, un Fab Lab dont je vais parler dans mon billet de manière plus précise parce que je les connais relativement bien. Et puis, il y a tout près de chez nous et même de chez moi, à Königshofen, la fabrique qui a aménagé des ateliers partagés, bois, métal, électronique, informatique, mais aussi couture et puis d'autres à venir, dans l'ancienne brasserie Gruber, dans le quartier de Königshofen. Oui. Voilà. 91 Mais Deloma. ils ont dans les glacières, ils ont effectivement l'imprimante 3D, des coupeuses laser et des fraiseuses et tous les outils industriels que connaissent les ouvriers de la mécanique. Ok. D'accord. Merci Marianne. Guillaume, est-ce que tu as un mot pour la fin? Eh ben écoutez, si la thématique des Fab Labs vous intéresse et que vous êtes curieux, donc n'hésitez pas à passer au Shadok voir l'association Avelab. Ils sont très très ouverts et clairement c'est leur raison de vivre, c'est de former, d'aller voir les gens. Mais surtout, ils ont une espèce d'événement vitrine qui aura lieu le mois prochain, les 26 et 27 mai, qui s'appelle la Mini Makers Fair. Donc c'est un grand événement où pendant 2 jours vous pourrez voir ce que fait un Fab Lab, vous pourrez voir d'autres créateurs venir exposer ce qu'ils font et c'est un événement très 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 intéressant. C'est là où j'ai appris la plupart des choses que je sais que sur les Fab Labs à cet événement-là et c'est au Shadok, enfin c'est sur la presqu'île Malraux, donc n'hésitez pas à y aller les 26 et 27 mai parce que si vous êtes intéressé par cette thématique, c'est le moment où aller à Strasbourg. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume, encore une fois, Merci d'avoir à vous été avec pour nous. l'invitation. Et surtout sur ces informations et précisions sur les Fab Labs. Merci. Merci beaucoup. Alors, Aïcha, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue avec Fakir. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Le morceau. Ouais, donc on part sur Redline cette fois-ci, qui ont toujours des good vibes, enfin des bonnes ondes, on reste sur le français. Et c'est parti, Nabou. Strasbourg et d'ailleurs. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Nous sommes encore sur RBS 91.9 avec notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. N'oubliez pas de mettre un petit like sur notre page Facebook et un petit pouce bleu pour parler avec nous aujourd'hui des Fab Labs et pour terminer en beauté, le billet de Tata Marianne. Merci Aïcha. Donc le billet de Tata Marianne va parler, devinez quoi, des Fab Labs. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, hein. Mais c'est quoi ça, t'as dit, hein? Moi, je connaissais les technologies de l'informatique, je connaissais les technologies des logiciels, et maintenant c'est les Fab Labs. Encore un anglicisme. Bon, alors je vais répéter quand même la définition que j'ai trouvée, hein. C'est des fabriques de laboratoire. C'est fait pour faire des prototypes. Nous, et ma tante qui était couturière, les prototypes, elle connaissait pas le mot. Elle disait que c'était des patrons pour ensuite faire des vêtements. Eh bien, maintenant, les patrons, ils sont informatisés, ils sont digitalisés, ils sont numérisés, hein, parce que j'ai lu ça. Je vous relis la définition pour que tout le monde comprenne bien, comme moi j'ai eu du mal. C'est une plateforme de prototypage rapide d'objets physiques, des vrais objets en 3D, hein, pas des virtuels, et intelligents, mais pas forcément intelligents, qui regroupe un ensemble de machines à commande numérique de niveau professionnel. Comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, je vais le dire pour ceux qui connaissaient les temps anciens de l'usine, c'est des fraiseuses, c'est des découpeuses aujourd'hui au laser. C'est quand même des machines issues de la mécanique et de l'électromécanique, mais qui ont été numérisées et miniaturisées et qui permettent aujourd'hui de faire presque des trucs individuels à façon. Alors, c'est faire soi-même, vite et sans peine, le rêve, quoi. L'artisanat moderne ou l'industrie chez soi. L'avenir. Quoi de plus excitant que de pouvoir faire soi-même, déployer sa créativité, tout en faisant faire par la machine les gestes manuels fastidieux, puis même les corrections, hein, comme avec les correcteurs orthographiques maintenant intégrés dans l'Internet, hein, dans la bureautique. Et surtout vite, aussitôt conçu, aussitôt lancé, aussitôt réalisé, avec dans ces endroits qu'on appelle des tiers-lieux, les endroits que Guillaume a décrits où on peut aller un peu comme on veut, à quel âge, à n'importe quel âge, etc. J'ai d'ailleurs une question que j'ai oubliée, je lui demanderai après.
Il a Je fini suis Guillaume. avec la Mais il est coopération. encore là, heureusement qu'il est pas Heureusement parti. qu'il est encore là. Entre fondus ouverts au partage et à l'apprentissage mutuel. Mm. C'est carrément une ère nouvelle de la technologie numérique, propice à la citoyenneté et à une vie démocrate, où les robots et l'intelligence artificielle sont enfin maîtrisés par chaque individu. Ils nous obéiront, et pas l'inverse. Et écologique, comme ce fameux Fab Lab de la PEDEC, là, à Bataille, qui dit la chose suivante. Nous, on a fondé ça pour promouvoir l'éco-design par la formation, l'éducation, la diffusion de la démarche qui vise une culture cycle de vie, de l'éco-design en passant par l'éco-conception. Ainsi, depuis 1990 aux USA, avec la création du premier Fabrication Laboratory où étaient réunis concepteurs et réalisateurs dans un but de partage au Massachusetts Institute of Technology, la démarche s'est aujourd'hui internationalisée. Il y a même une charte des Fab Labs qui en stipule les valeurs. Libre accès, esprit hacker, de partage, les tiers-lieux, la coopération, innovation, prototypage, à l'image de l'esprit open de l'Internet. Donc, à Königshofen, je vous en ai parlé. La fabrique, vous pouvez y aller pour 10 € l'année. On recense 500 Fab Labs. Guillaume l'a déjà dit, je ne vais pas y revenir. Je voudrais juste aussi rappeler que même à l'UNISTRA, donc l'Université de Strasbourg, le Centre de culture numérique, c'est écrit sur leur portail, ouvre ses portes aux non-étudiants. Donc, même moi, je peux y aller et je serai accompagnée. C'est pas beau, ça? Magnifique. Cependant, comme toutes les révolutions techniques, il y avait la révolution informatique des années 80, la révolution robotique des années 90, la révolution digitale d'aujourd'hui, elle transforme la nature du travail humain. Cependant, le fait technologique lui-même, il est neutre. C'est notre volonté politique et sociale qui va en infléchir le potentiel vers plus de démocratie égalitaire, non sexiste et non raciste. Ça dépendra ce qu'on en fait. Alors, il faut vraiment plus d'éducation à la mixité. Il y a quand même beaucoup de garçons, n'est-ce pas Guillaume, qui viennent dans ces Fab Labs. On essaie d'ouvrir au maximum, vraiment, il n'y a pas de discrimination qui se fait. Le problème, c'est l'autocensure qui peut se faire, où on dit depuis petite aux filles qu'il faut que tout ce qui est jouet de construction ou des choses comme ça. C'est comme je dis à chaque fois, c'est l'éducation. C'est ça. l'éducation C'est ça. à la mixité, pas n'importe quelle éducation, parce qu'on peut aussi éduquer à la complémentarité ou à l'exclusion. Donc l'éducation à la mixité, mais aussi l'éducation aux enjeux du travail humain. Comment voulons-nous bosser ? À l'esprit créatif et coopératif, voulons-nous avoir une éducation qui permette la créativité et l'esprit critique à tout le monde ou seulement à quelques-uns? Et voilà, de façon différenciée aussi, parce que cette révolution digitale et des Fab Labs ne part pas sur les mêmes bases partout. Par exemple, en cliquant un petit peu partout, je me suis rendu compte qu'en Afrique, les Fab Labs sont de toute façon une nécessité de fait et n'ont pas attendu le label du MIT pour être une culture de consommateur et du do-it-yourself. Il y a très longtemps déjà, la récupération plus la coopération plus le do-it-yourself, c'est la règle d'or des hackers africains qui ont d'ailleurs fait un colloque international en 2013 à Ouagadougou, pardon, excusez-moi. Et puis ici, en fait, vous aimez bidouiller, détourner, essayer. Guillaume vous a tout dit pour aller à Strasbourg ou à la fabrique à Königshofen. Alors, en revanche, j'ai eu du mal à trouver des vraies statistiques, alors j'ai un petit peu recoupé. Il y a des bricoleurs de génie, il y a des ingénieurs, des étudiants qui ont envie d'aller vers ça alors qu'ils étudient tout à fait autre chose comme Guillaume. Mais quand même, on n'y trouve vraiment pas assez d'ouvriers, de gens du peuple, d'ouvrières et puis de bricoleuses de génie. Alors, j'ai envie de dire, comme les Fab Labs réunissent ce qu'on appelait de mon temps les professeurs Nimbus pour la partie scientifique et le doc Géotrouve-Tout pour la partie inventeur pratique, eh bien, je lance un appel à tous ces garçons hackers. Trouvez-les, ces reines des Fab Labs, et créez avec elles des usines flexibles et de proximité, ici et ailleurs, et en toute mixité. C'est joliment dit. Du coup, tu avais une question, en fait, une dernière question, c'est ça? Pour Guillaume. Je pense que c'était sur la mixité. C'est ça C'était sur la mixité, effectivement. Je ne sais pas si vous tenez des statistiques. Non, Comme nous, à l'école, on est obligé.
La VLab a probablement les statistiques au niveau des adhésions. Après, les adhésions c'est une chose et l'utilisation c'est une autre. Donc on peut avoir à peu près la parité au niveau des adhésions et c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation on verra plus de garçons que de filles. C'est ça. C'est très très variable, donc c'est difficile d'avoir une vraie statistique sur l'utilisation même des machines. C'est ça. Je sens que je vais demander à la ville de Strasbourg de faire des statistiques sexuées comme en principe l'oblige la loi. Oui. Mais après, c'est des espaces ouverts, donc libre à chacun de s'inscrire ou pas. Donc s'il y a plus de garçons qui s'y intéressent aussi. Tu as tout à fait raison, Nabou. Simplement, à partir du moment où ce sont des open space citoyens, il y a une obligation, non pas d'obliger des filles à y aller, mais de tenir des statistiques et de les publier en open information, de manière à ce que les gens se rendent compte qu'il y a peut-être une avancée ou une stagnation de la mixité. Et après, elles et ils sont assez grands pour faire ce qu'il faut. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, merci Guillaume, merci Tata Marianne. Alors, une petite pause musicale avant de terminer en beauté de l'émission. Aïcha? Je croyais que c'était toi qui... Ok, on va écouter Gypsy King, Bamboleyo. C'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Alors, nous allons laisser la parole à Guillaume qui va nous faire la pub de l'événement avant de clôturer l'émission. Donc ce soir à 21h sur le parvis du TNS, il y aura pour clôturer ce week-end anniversaire des 50 ans du dessin Les Shadocks, le Gabuzomeux, les Shadocks Reloaded, un nouvel espoir, donc un spectacle qui va lier musique, texte et vidéo sur le parvis du TNS. Super. Parfait. Alors notre émission touche à sa fin. Merci à nos auditeurs et auditrices qui nous sont fidèles. Je vous rappelle juste ce dont Guillaume avait parlé justement, le Mini Makers Fair qui aura lieu le 26 et 27 mai sur la presqu'île Malraux. Donc n'hésitez pas à y aller. Et le Fab 14, la conférence internationale des Fab Labs en 2018, en juillet-août, donc avec un peu d'humour. Comme nous promet Nicolas Lassab, cofondateur d'Artilect sur la scène de Fab 12. Apparemment, il devrait y avoir autant de Fab Labs que de types de fromage en France. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous même heure, même jour sur RBS 91.9 avec de Strasbourg et d'ailleurs tout de suite nos amis d'Afrique Hebdo. Merci.